Bonjour à tous, dans cette vidéo, correction du type 2.2 du sujet d'obligatoire passé en métropole 2017. Vous êtes prêts? C'est parti! Allez, on attaque cet exercice de type 2.2, enseignement obligatoire, d'accord, métropole 2017, le domaine continental et sa dynamique. En utilisant les informations des documents et les connaissances, oui, on est dans un 2.2, montrer que les roches de la région de Gavarnie témoignent de transformations en profondeur et expliquer l'origine du granit de Gèdre. Bon, bah là, on vous impose le plan, deux parties. D'abord, témoigner de la transformation en profondeur, ça c'est du métamorphisme. Et expliquer l'origine du granit, et ben va falloir deviner si c'est un granit d'origine crustale, c'est-à-dire formé par la croûte, ou si c'est un granit d'origine mantélique. Donc ça, il va falloir déterminer par rapport au doc. Alors, le premier document nous montre la carte simplifiée du métamorphisme de la région de Gavarnie. Bon, non, c'était pas planté. Gavarnie se trouve ici, à la jonction entre l'Espagne et la France. Et qu'y a-t-il à la jonction de l'Espagne et de la France? Je vous le donne dans le milieu, une chaîne de montagnes, les Pyrénées. Donc, nous sommes certainement ici dans un contexte de collision avec épaississement crustal. On nous donne une carte géologique. Alors, je vais repasser un peu de couleur pour que ce soit plus facile à lire. On a sur cette carte géologique le fameux granit de Gèdre dont on nous parle dans l'énoncé. Il est ici, là. Et autour de lui, on a des roches de type migmatite, là, voilà. Et encore des roches de type gneiss, là, d'ailleurs Gavarnie se trouve dedans. Et enfin, des micaschistes à sillimanite. Ces minéraux nous disent quelque chose, on en a un peu parlé en classe. Par contre, en travaux pratiques, pas du tout. Et en classe, on a surtout développé le métamorphisme consécutif à une subduction d'une croûte océanique sous une croûte continentale. Donc ici, on est dans un domaine qui s'approche de notre leçon. On va utiliser les mêmes connaissances, mais il faut les appliquer à un contexte différent. Donc pour résoudre ce genre d'exercice, vous comprenez donc bien qu'il est impossible dès maintenant d'élaborer un plan. Il va falloir qu'on étudie chaque document et ensuite seulement, on va comprendre ce qui s'est passé et on va donc pouvoir rédiger notre introduction qui de toute façon va être la consigne reformulée puisqu'on nous impose le plan et une problématique, on nous l'impose aussi. On cherche à comprendre pourquoi dans la région de Gavarnie, on a des roches qui témoignent de transformations en profondeur et comment est-ce que du granit a pu se former dans cette région. Voilà, la problématique elle est très simple, on vous la donne. Vous transformez la consigne en question. Pour ne pas s'y perdre, on prend sa feuille de brouillon, on dessine deux grandes colonnes, une petite colonne pour les documents et on y va, document numéro 1, on écrit ce qu'on constate et on écrit ce qu'on en déduit ou les notions du cours qui nous viennent. On va faire ça pour chaque doc et à la fin on aura toutes les infos, il n'y aura plus qu'à trouver l'organisation des infos pour faire une rédac. Donc, dans ce premier document, on a dit les Pyrénées. Qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne de montagnes, frontière entre l'Espagne et la France. C'est une chaîne de collision. Que nous apprend la carte géologique? Il y a des roches métamorphiques, des roches magmatiques au milieu de roches sédimentaires. Ça nous dit quelque chose, on l'a vu dans les Alpes. Ça veut dire qu'on a des roches profondes qui sont en surface, qui sont remontées, et c'est la remontée de la racine crustale. Notre première hypothèse pourrait donc être que si on a des roches métamorphiques et du granit, c'est qu'on a eu un épaississement crustal, d'accord? L'origine de ces roches proviendrait d'un épaississement de la croûte. On a des micaschistes et des gneiss, ce sont des roches métamorphiques. Qu'est-ce qu'on sait? Que ce sont des roches transformées à l'état solide par augmentation de température ou de pression. Notre hypothèse serait donc plausible. Alors attention, on a aussi de la roche magmatique. C'est un granit, le granit de Gèdre, qui est d'ailleurs à étudier. Il est où? Il est au milieu de roches métamorphiques, ce granit. Et qu'est-ce qu'on sait d'un granit? Qu'il provient de la cristallisation en profondeur d'un magma. On peut donc se demander d'où provient le magma qui a cristallisé pour donner le granit de Gèdre. Or, si on regarde la carte, qu'est-ce qu'on constate? Notre granit est situé au milieu de gneiss, eux-mêmes situés au milieu de roches sédimentaires. Donc ici, on a un granit au milieu des gneiss. On sait qu'il y a des granites qui peuvent se former à cause de la fusion de roches qui sont montées trop hautes en température ou pression. Donc on peut émettre une autre hypothèse, c'est que notre métamorphisme a été très poussé jusqu'à l'anatexie, c'est-à-dire la fusion. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on en a la preuve? Ben oui, on a des migmatites. Et ça, bien sûr, c'est de la connaissance. La migmatite, ce sont des roches métamorphiques qui ont commencé à fondre, mais dont le mobilisa, c'est-à-dire le liquide magmatique produit
par l'augmentation de pression-température, ne s'est pas déplacé, n'a pas quitté vraiment la roche d'origine. Et on a donc une migmatite présentant une alternance de lits sombres et clairs. Les lits sombres, ce sont les restes de roches, et les lits clairs, ce sont les nouveaux magmas qui sont formés, qui ont recristallisé en cristaux blancs. Donc ça, c'est un apport de nos connaissances. En tout cas, si on a bien appris notre cours, on devrait pouvoir le sortir maintenant. Vous allez voir qu'on vous donne la réponse dans les documents suivants. Donc notre hypothèse pourrait bien être validée parce qu'on a des migmatites dans le cirque d'Estobé, par exemple. On a des migmatites, donc on a ici possibilité d'avoir effectivement un métamorphisme poussé jusqu'à l'anatexie. Alors vous voyez, le sujet est bien fait. On nous amène document 2 aux migmatites d'Estobé. Photographie d'une migmatite, ici interprétation composition minéralogique. On a effectivement des lits foncés et des lits clairs. On nous dit mésosome, mélanosome, leucosome. Ouyouyou, ça fait peur tout ça, mais oui, mais non. Vous avez les définitions dessous. Leucosome, niveau dont la proportion de minéraux clairs, quartz, feldspath, est plus importante que celle des minéraux sombres, biotite, cordierite. Il résulte de la cristallisation d'un liquide produit par fusion partielle. Les cristaux sont de grande taille, non déformés. Donc ça, c'est un magma finalement qui a recristallisé. Le mélanosome, ici, le sombre, niveau enrichi en minéraux sombres, biotite, cordierite, il correspond aux résidus non fondus après une fusion partielle. Des traces de déformation sont présentes. Donc ça, c'est un reste de fusion. Et ça provient d'un liquide obtenu par fusion. Bon, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour savoir que ces deux machins à l'origine, c'était une seule et même roche. Ça a fondu, ça s'est séparé. Il y a des trucs qui sont restés sur place, il y a du liquide qui est parti, qui a cristallisé à côté. Mésosome, niveau intermédiaire avec une proportion équivalente de minéraux sombres et clairs. La séparation entre le liquide formé et le résidu est incomplète. Et ben voilà, on nous dit là, séparation liquide et résidu. Mais dans cette couche-là, la séparation ne s'est pas faite correctement. Alors qu'ici, la séparation s'est faite. Donc globalement, ça veut dire quoi? Qu'on avait une roche ici. Cette roche a été poussée en pression-température, elle a commencé à fondre et on a les gouttes qui se sont formées, qui se sont rejointes, qui se sont déplacées ici et qui ont recristallisé sur le côté. Donc, si je fais un petit schéma rapide de mon image, j'ai mon mésosome, c'est des minéraux sombres et clairs, c'est une mauvaise séparation. Au-dessus, j'ai du mélanosome, minéraux sombres, biotite, cordierite, c'est un résidu. Juste là, j'ai un petit bout de résidu aussi. Et sur les deux extrêmes, j'ai du leucosome, c'est-à-dire des minéraux blancs qui proviennent d'une cristallisation du liquide. Ça veut dire quoi? Qu'au centre, ça a fondu et que les liquides se sont écartés sur les côtés. Donc, j'ai au centre une roche fondue avec ici une séparation plus ou moins complète. Par contre, la roche a bien fondu sur ces parties-là avec séparation. Le liquide a migré. D'accord? C'est exactement comme si vous preniez un carambar, vous le chauffez, l'extérieur du carambar fond, ça coule sur les côtés, mais l'intérieur du carambar n'est pas fondu et reste sur place, quoi. Donc cette roche, c'est la preuve qu'il y a eu un changement fort, provoquant une fusion. Mais attention, le liquide est resté dans la roche, d'accord? Donc changement de pression-température, et sans déplacement. Alors quand je dis déplacement, c'est sur des kilomètres, hein, c'est pas à l'échelle du centimètre de la roche. C'est que le liquide est quand même resté là à 2-3 cm à côté. Et il ne s'est pas déplacé de 3 km, quoi. On continue. Domaine de stabilité de quelques minéraux repères. Alors, température, pression, profondeur. Et vous avez ici plusieurs informations. Vous avez des limites de stabilité. Ce document est donc ce qu'on appelle un diagramme de stabilité des minéraux. On va s'en servir pour identifier les conditions de pression-température que certaines roches qu'on va trouver dans la nature ont atteintes. Donc le diagramme indique les conditions de stabilité des minéraux et de la roche. Ça veut dire que si on a identifié des minéraux, on peut retrouver les conditions de pression-température lors de la formation d'un échantillon. On va donc devoir revenir aux informations du document 1, c'est-à-dire la légende de la carte, les minéraux que possède chaque catégorie de roche. On va associer ces informations au diagramme de stabilité, c'est-à-dire le document 3. On va finalement placer les roches trouvées dans ce diagramme. On va commencer par le micaschiste à silimanite et andalousite. On va donc travailler sur ces deux minéraux. Qu'est-ce qu'on voit? On a ici les limites de stabilité. Toute cette zone-là, c'est la stabilité de l'andalousite. Dessous, c'est la stabilité du distène. Ici, c'est la stabilité de la silimanite. Attention, nous avons ici le solidus d'un granit, c'est-à-dire que si on dépasse cette ligne, si on monte en température ou en pression,
on va arriver dans un domaine de la fusion partielle. C'est-à-dire qu'ici, dans ces ensembles de pression-température, hein, je vous rappelle que si je prends ce point-là, par exemple, je suis à 800 degrés et je suis à peu près 18 km de profondeur. Si je mets une roche granit à cette température et à cette pression, elles fond partiellement. Voilà ce que ça veut dire. Donc ici, j'ai 3 domaines de stabilité. Attention, un domaine de fusion. Et donc ça veut dire quoi? Que pour un même ensemble d'éléments chimiques, ces éléments chimiques vont s'organiser pour créer de l'andalusite entre 400 et 700 degrés, maximum, allez, 15 km de profondeur. Au-delà, si on va plus profond, on a du distène qui s'organise. Au-delà, on a de la silimanite. Voilà, je reprends mes petits Legos, je vous ai déjà fait le coup dans une autre vidéo. Imaginons que chaque pièce de Lego soit un élément chimique. Ces éléments chimiques s'associent ensemble, forment un minéral et supposons que ce soit l'andalusite. Voilà maintenant, mon andalusite se trouve dans une roche qui va subir un mouvement tectonique. Supposons que cette roche soit enfouie en profondeur. Elle va passer l'ensemble des conditions pression-température qui font que j'arrive ici, mais je tiens plus, moi je supporte pas la pression, je me désorganise et je me réorganise dans une façon où je vais pouvoir résister. Voilà, j'ai toujours les mêmes pièces, j'ai toujours les mêmes éléments chimiques, mais je n'ai plus la même forme spatiale. Je ne m'appelle plus de l'andalusite, je m'appelle du distène. Et maintenant, supposant que ce distène, qui soit arrivé à cette profondeur, on le fait augmenter en température. On l'emmène dans ce champ-là de stabilité. Aïe, 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 mais moi, je ne supporte pas l'augmentation de température. Aïe, je me casse, je me réorganise et je vais former, hop, une forme qui résiste un peu plus à la chaleur. Voilà, je m'appelle la silimanite. Et donc, je suis formée dans ces conditions-là. J'ai toujours les mêmes pièces de Lego, j'ai toujours les mêmes éléments chimiques, mais je n'ai pas la même conformation spatiale. Ça me permet de résister à la chaleur et de ne pas fondre. Donc mon mica schiste a silimanite et andalusite. Techniquement, je peux deviner à quelle profondeur et quelle température cette roche a été portée. Il me suffit de repérer silimanite et andalusite dans le diagramme. Donc ici, silimanite, andalusite, mon mica schiste, il a été formé dans cette zone. D'accord? Voilà. Alors maintenant, je ne sais pas trop précisément où, mais en tout cas, je suis dans ce domaine-là. Si maintenant je m'intéresse au gneiss, c'est un gneiss à silimanite et à feldspath alcalin. Mon gneiss, il est dans le domaine silimanite, mais attention, on nous dit qu'il y a du feldspath alcalin. Si je regarde cette limite de stabilité, avant, c'est-à-dire pour des températures faibles, j'ai de la muscovite et du quartz. Au-delà, j'ai du feldspath alcalin. Je dois donc mettre mon gneiss, je dois donc mettre mon gneiss dans une zone qui peut contenir à la fois de la silimanite et du feldspath alcalin sans fondre. Je suis dans un gneiss, je n'ai pas encore de magma. Alors, je dois donc être au-dessus de la courbe orange et en dessous de la courbe andalusite. Mon gneiss, il est ici. Donc attention, je ne passe pas la courbe rouge, sinon je fonds, je ne suis plus un gneiss. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Techniquement, on est parti sur le terrain, on a trouvé des mica schistes. Globalement, ça veut dire quoi? Qu'on a une bonne gamme de température, 400-800 degrés, on n'est pas descendu à plus de 20 km de profondeur. On a trouvé des gneiss. Des gneiss, on n'est pas descendu ici grâce à la silimanite à plus de 15-20 km de profondeur. Par contre, on est monté vraiment dans des températures élevées. Silimanite plus feldspath alcalin, on est dans des gammes de 650 à 800 degrés. Donc ici, on a finalement une roche métamorphique de métamorphisme plus intense, plus élevé, plus chaud. Par contre, pas forcément profond. On n'a pas des roches ici qui ont été enfoncées en profondeur, comme pour la subduction par exemple. Si je refais le point sur mon brouillon, mica schiste à silimanite andalusite, on a des positions dans un diagramme, indique des températures de 400 à 700 degrés, une pression max de 0,4 bar, c'est-à-dire 10 km de profondeur. Le gneiss, lui, a de la silimanite du feldspath alcalin, ça veut dire des températures supérieures à 650 degrés. Pas plus, sinon le solidus sera passé et la roche va fondre. Donc là, on voit bien qu'on a une augmentation de la température, mais pas d'augmentation de la profondeur. Il nous reste la migmatite. Qu'est-ce qu'on sait sur la migmatite? On a dit... Alors, dans le mélanosome, on a de la biotite, de la cordierite. Dans le leucosome, on a du quartz et du feldspath. Ouais, qu'est-ce qu'on a dit? Feldspath, on est plutôt dans les hautes températures, sauf qu'on a dit migmatite, ça a fondu. Ça veut dire quoi? Qu'on a commencé à passer
le solidus. Donc là, je ne peux pas la placer ici, la migmatite. Je suis là-dedans, je suis dans le domaine des migmatites. C'est de ce côté-là, du côté de la fusion partielle. Donc au final, ma migmatite, elle est la preuve de la fusion. C'est la preuve que le solidus a été passé. C'est donc la preuve que notre température a encore été augmentée. Donc on est dans un processus d'augmentation de température et non pas d'augmentation de pression. Donc les roches témoignent d'une augmentation de température mais pas d'augmentation de pression. Et on a donc eu forcément un enfouissement de croûte continentale et non de croûte océanique. Je vous rappelle que la croûte océanique est plus dense, elle va s'enfoncer plus profondément et avoir donc des pressions beaucoup plus importantes. Donc là, on est bien dans notre hypothèse d'un épaississement crustal. La croûte continentale a une densité faible, elle ne peut pas s'enfoncer à grande profondeur. Ok, maintenant on a fini donc pour le témoignage des transformations en profondeur. On va s'intéresser à l'origine du granit de Gèdre, ce fameux granit ici en rose sur la carte. Donc sur le document 4, photographie d'une lame mince du granit de Gèdre observé au microscope, nous avons donc ici une magnifique image en noir et blanc, on s'en fout, il y a les noms des cristaux dessus. Cordierite, cordierite, biotite, plagioclase, feldspath alcalin, quartz, on nous dit tout dessous. Vous n'avez pas besoin de les connaître, on vous les donne. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous donne? Composition minéralogique des granites en fonction de l'origine du magma. Composition minéralogique, origine du magma. Et voilà, en fonction des associations, vous allez pouvoir lire verticalement si vous êtes dans une origine mantélique ou crustale. Cordierite, biotite. Biotite, cordierite. Origine crustale. Eh ben, on ne s'était pas planté tout à l'heure. Hein. On avait bien dit augmentation de température, début de fusion à cause d'un épaississement crustal. Et donc on a bien ici un épaississement crustal puisque notre granit qu'on trouve, il a une origine crustale. On n'est pas par exemple dans une subduction avec un magma qui remonte. Ce serait donc là une origine mantélique. On est bien dans une origine crustale. La preuve, on a biotite, cordierite. Sur notre brouillon, le granit de Gèdre, on possède donc cordierite, biotite, feldspath. Ça veut dire quoi? Que si on revient au document 3, en délimitant la zone de stabilité de la cordierite est présente au-dessus de cette zone, et bien on a donc bien ici une zone de fusion. On est donc bien dans notre trajet d'augmentation de température. On est donc passé de micaschiste à gneiss à migmatite, et ces migmatites ont donc subi encore plus d'augmentation de pression-température, et on a eu donc une fusion provoquant la naissance d'un magma suffisamment important pour créer, après recristallisation, le granit de Gèdre. Donc sur notre brouillon pour le document 5, on avait écrit qu'il existait deux sortes de granit, mantélique ou crustal, qu'ils avaient des compositions différentes, que le granit de Gèdre possède de la biotite, de la cordierite. On a donc une origine crustale, ce qui confirme la fusion de la croûte continentale et non l'origine d'un granit mantélique. Donc gamma, je fais souvent gamma, granit, voilà. Donc au final, on va revenir à notre document numéro 1 pour résumer tout ça. On a au sein des Pyrénées des traces d'un épaississement crustal avec une augmentation progressive en température. On a les micaschistes qui se sont transformés en gneiss, qui ont fini par donner des migmatites, et ces migmatites ont continué de subir une augmentation de température. On a une naissance de liquide magmatique qui s'est déplacé sur les côtés et qui a été bloqué en profondeur, qui a refroidi lentement et qui a formé les deux granites. Donc ça, on le voit très bien. On a ici, de par la position des roches, la confirmation que c'est un granit d'origine crustale, puisque ce granit se trouve systématiquement entouré de roches métamorphiques. Donc sur notre brouillon, si le granit est crustal, il devrait donc se trouver au milieu de roches métamorphiques, puisque ce serait elles qui auraient fondu. On en revient donc au document 1. Donc dans votre rédaction, vous pourriez écrire ça par exemple, hein, ça fait partie de votre synthèse, de vos transitions. Si effectivement on a bien un granit crustal, il devrait se trouver au milieu de roches métamorphiques. Est-ce que c'est le cas? Le document 1 nous montre que oui. Donc conclusion générale, nous avons une zone traduisant une collision continentale avec épaississement crustal et changement de température tel qu'il y a eu fusion partielle des gneiss, le liquide a migré, s'est concentré jusqu'à former une grosse masse de magma bloquée en profondeur et refroidi lentement qui a donné le granit de Gèdre.